Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce rendez-vous informatif. Voici les titres de ce journal. En prélude au lancement officiel de sa campagne électorale, le professeur Norbert Mahouton Roukonou, candidat au poste de rectorat à l'université d'Abomey-Calavi, s'entretient avec les jeunes docteurs de la communauté universitaire. Dans ce journal, nous recevons pour vous comme invité M. Alain Babatunde, professeur et chercheur à la faculté des sciences économiques et de gestion à l'université d'Abomey-Calavi afin de nous expliquer l'état actuel de l'économie béninoise. À suivre également dans ce journal le métier de tisserand, un vieux métier exercé un peu partout dans le monde. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Comme je l'annonçais à l'entame de ce journal, je reçois pour vous sur ce plateau M. Alain Babatunde, professeur chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Monsieur Alain, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi pour l'invitation. Dites-nous, docteur, en tant que docteur en économie, quel est l'état actuel de l'économie béninoise? Bon, merci pour votre invitation, donc qui m'amène à me prononcer un peu sur l'état de l'économie nationale. Et en 2017, disons, donc, je crois pour le compte du 3e trimestre de l'année en cours. Perçu comme ça, la question elle est vaste. Je crois que généralement, en principe, pour apprécier l'état de l'économie, on va beaucoup plus faire référence à l'indicateur de la production, qui est donc le PIB. Je crois que déjà en 2016, lorsque le Bénin apprêtait donc le budget exercice 2017, il avait été prévu qu'on se serait retrouvé autour de 6% en termes de taux de croissance. Les signaux actuels, en principe, peuvent présager que, oui, effectivement, on peut arriver donc à atteindre ces niveaux parce que quand on voit de façon fondamentale les bases de notre économie, je vois par exemple le résultat dans le secteur du coton au cours de cette campagne qui est achevée. Je vois aussi la reprise au niveau de nos échanges avec le Nigeria, après donc la crise de 2016, et je vois aussi quand même plus ou moins la reprise de l'activité au niveau du port autonome de Cotonou. Donc je crois que quand même, comparativement à 2016, où vraiment il y avait trop de chocs exogènes qui ont frappé notre économie, on peut estimer qu'en 2017, on peut donc arriver quand même à avoir un taux de croissance assez acceptable qui permet donc de faire face à nos défis de développement. Ok, docteur. On dit souvent que lorsque le Nigeria se porte mal, le Bénin ressent les effets. Dites-nous, en quoi l'économie béninoise dépend-elle du commerce informel et de transit vers le Nigeria? Oui, globalement, je crois que même déjà au niveau du ministère des Finances, lorsqu'on s'apprête à préparer le budget de l'État, on va regarder essentiellement ce qui s'est passé au niveau du secteur coton, mais on va aussi regarder ce qui s'est passé au niveau du secteur port, le port autonome de Cotonou. Et ici, on va voir beaucoup plus le commerce de réexportation que nous faisons avec donc, le Grand Nigeria. Donc, il y a d'abord effectivement, notre économie est beaucoup plus liée à ce qui se passe au niveau donc, du Nigeria, si bien que lorsqu'il y a des chocs qui frappent l'économie nigériane, tout de suite, en principe, le Bénin aussi ressent les coups. Il y a aussi que notre économie est beaucoup plus dominée par
un secteur informel, d'accord? Que ce soit au niveau du secteur primaire, avec évidemment l'agriculture qui est encore familiale, l'agriculture qui est encore vraiment très, très rudimentaire, mais aussi au niveau du secteur secondaire où on verra beaucoup plus de petites activités informelles par nature et donc dans leur fonctionnement, mais aussi dans les services, d'accord, qu'on pourra remarquer. Donc globalement, je crois jusqu'à près de 70%, 80%, notre économie est beaucoup plus ancrée dans le secteur informel et les efforts doivent pouvoir être donc consentis dans le sens de la formalisation de ces unités de production. Donc oui, on est fortement dépendant du secteur informel, mais aussi on est fortement dépendant du commerce de la réexportation, d'accord, vers donc le Nigeria, si bien que quand à ce niveau il y a vraiment des problèmes, c'est essentiellement l'économie béninoise donc, qui en prend le coup. Ok. Et pour finir, docteur, dites-nous, peut-on essentiellement se baser sur le secteur portuaire pour améliorer notre économie? Bon, naturellement, la question, elle est tout de suite non. Aucune économie dans le monde entier ne se développe en se concentrant donc sur un seul secteur. Pire encore, ici, c'est un secteur pour lequel vraiment on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Donc concrètement, et je crois tous nos gouvernants ont commencé par prendre la mesure de la chose où il faut forcément chercher donc à diversifier notre appareil productif. On sait qu'on a un potentiel dans l'agriculture, donc c'est comment est-ce que au niveau des prévisions, au niveau des politiques, vraiment, on cherche à accroître les rendements dans ce secteur, accroître la productivité dans ce secteur normalement, et cela passe par des politiques, des réformes institutionnelles et structurelles qu'il faut mettre en place. Deuxièmement, d'accord, on ne peut pas tout de suite nous concentrer sur le secteur parce que tout de suite, lorsque le débouché, qui est évidemment le principal, le pays Nigeria principalement, lorsqu'il y a un problème là-bas, forcément, c'est un choc exogène à nous. Et là, c'est comment est-ce que vraiment il faut se rendre plus ou moins dépendant vis-à-vis de ce commerce de réexportation. Et dans ce sens aussi, c'est comment est-ce qu'on cherche, une fois qu'on a fini de produire dans le secteur agricole, on cherche comment est-ce qu'on transforme les produits qui ont été faits dans le secteur agricole. Et c'est là beaucoup plus aussi les politiques qui vont viser le développement de l'agro-business, d'accord, qui est aussi un secteur, un domaine aussi émergent dans notre pays. Globalement, c'est comment est-ce que le secteur primaire, on cherche vraiment à le développer pour qu'il puisse produire et qu'on cherche à transformer au niveau du secteur secondaire, quitte à ce qu'après, tout ce mécanisme nous conduit donc à un développement du commerce et des échanges, aussi bien à l'intérieur qu'avec en principe les pays de la sous-région. Donc globalement, c'est ce qu'on va appeler généralement aujourd'hui des politiques de transformation structurelle de l'économie. C'est des politiques de mise en place des chaînes de valeur agricoles d'abord, et puis après donc industrielles. Et là-dessus, l'État a forcément un grand rôle à jouer en matière donc de protection du secteur national, en matière donc de fiscalisation, d'accord, qui soit donc portée vers le développement, et en matière donc aussi de promotion des produits locaux, aussi bien au niveau national, donc au niveau international. Ok, merci à vous, M. Alain. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que M. Alain Babatunde est professeur-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Le directeur de cabinet du ministre du Travail et de la Fonction publique, David Vidorouenou, a lancé ce lundi 9 octobre 2017 à Cotonou les travaux de la première session de la Commission nationale de sécurité et de santé au travail. Pendant 5 jours, les participants à la présente rencontre vont échanger sur les préoccupations liées à la santé humaine afin de trouver des mesures appropriées à la protection des travailleurs. Lancement officiel de sa campagne électorale, le professeur Norbert Mahouton Woukonou, candidat au poste de recteur à l'université d'Abomey-Calavi, a effectué dans l'après-midi de ce lundi une séance d'échange avec les jeunes docteurs issus de la communauté universitaire. Dans un discours franc et sincère a priori,
L'homme est revenu sur les problèmes qui entravent à l'émergence de l'UAC, mais aussi et surtout a fait part de l'assistance de ses perspectives d'avenir s'il arriverait qu'il soit élu avec son équipe aux commandes du rectorat. On l'écoute pour plus d'explications. Les problèmes de rétrocession vont être réglés. C'est-à-dire qu'on ne permet pas aujourd'hui à l'étudiant de payer en plusieurs tranches ses frais de formation et d'inscription. Donc il n'y a pas de raison qu'on rétrocède ces frais-là par tranche. À l'instant T où l'étudiant va payer ses frais d'inscription, au même instant T, la part X qui revient à telle entité Y est constatée sur son compte. D'où la nécessité pour toutes les entités d'avoir leur compte avec celui du rectorat dans la même banque pour qu'il y ait le moindre retard dans cette procédure. Tout cela va se faire dans la transparence la plus totale. Les enseignants sauront combien de sous se trouvent dans les caisses de leurs directeurs et doyens. Le doyen ou le directeur ne pourra plus dire « nous n'avons pas eu les rétrocessions ». D'accord? Ça a l'avantage pour toute entité d'avoir son budget clair en début d'année et de planifier ses actions. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible et ça se fait partout. Tous ceux qui sont ici, la plupart, je crois que vous avez fait l'étranger. Les faux frais là, ou pour retirer, pour retirer une attestation, un diplôme, il faut payer de l'argent. Ce n'est pas normal. Le personnel non enseignant aujourd'hui est traité différemment selon qu'il se retrouve dans une entité ou qu'il se retrouve membre de l'équipe rectorale. Certains ont l'assurance sanitaire, d'autres n'en ont pas. Les salaires sont différenciés et pas suivant les qualités, la qualité de service, mais suivant le bon vouloir des autorités. Non, on doit cesser avec une telle injustice. Il faut recréer l'harmonie entre les diverses composantes de la communauté universitaire pour que nous puissions voir dans la même direction. Cela me paraît indispensable. De gérer ensemble. Gérer ensemble, ça voudrait dire que le rectorat ne sera pas l'organe qui s'occupera de tout. Non. Le rectorat sera assis sur des piliers. D'accord? Sera assis sur des piliers et ces piliers seront détenus par des gens qui regardent dans la même direction que nous. Il faut inscrire dans l'action du rectorat des actes forts qui incitent à l'excellence, des actes forts qui témoignent de l'ambition d'aller vers la science pure. Donc la nécessité de doter notre institution universitaire d'une vraie bibliothèque. Je parle d'une bibliothèque dans tout son gigantisme. Et ça, cette ambition, ce n'est pas une ambition fatale. On en a les moyens. Aujourd'hui, il y a plein d'institutions qui disposent en plusieurs exemplaires de volumes scientifiques, de livres scientifiques, et qui veulent s'en séparer. La seule chose que ces institutions vous imposent, c'est d'assurer le transport de ce matériel vers vos institutions. Ça, je crois que les autorités actuelles ne démentiront pas. Elles sont au courant de ça, mais aucun acte n'a jamais été fait, produit dans ce sens-là. Donc, il y a tellement de choses à faire pour l'institution universitaire que nous ne pouvons aller dans cette vision qu'avec un esprit d'excellence. Ce n'est pas souhaiter l'excellence. Non. Il faut être dans l'excellence. Et c'est cette attitude-là, c'est à cette attitude que notre équipe, l'équipe Excellence, vous invite à venir gagner avec nous ces élections pour co-gérer et co-construire. L'hépatite B est une infection provoquée par les virus VHB, entraînant ainsi une inflammation du foie. Le virus de cette maladie se transmet par contact avec le sang ou d'autres fluides corporels provenant d'une personne infectée. Invitée sur l'émission Bien-être et Santé, la présidente de l'ONG Mouvement pour la Santé, Dr Christine Ouourou Sidi, nous donne plus d'explications sur cette maladie contagieuse. On l'écoute. L'hépatite, nous n'avons pas que l'hépatite B en général, mais nous avons 5 formes
d'hépatite, sinon plusieurs formes d'hépatite. Lesquelles déjà? Nous avons l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite D, l'hépatite E. Bien sûr. Oui. Alors pourquoi c'est l'hépatite B qui sévit sérieusement aujourd'hui? Effectivement, et cette forme particulièrement est très dangereuse. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui se contracte par des mauvais comportements, des comportements à risque, surtout. Lesquels déjà? Et la transmission est par voie sexuelle, par des sécrétions sanguines, par aussi on dit ça en termes communs lorsque vous faites un fourrage, comme on se suce la langue pour être plus clair. Voilà. Ça, on appelle ça les baisers profonds. Donc suite à des baisers profonds? Oui, suite à des baisers profonds et suite aux rapports sexuels aussi non protégés et les transfusions sanguines, parfois les piqûres avec des instruments contaminés ou aussi des toxicomanes qui s'injectent. Il y a vraiment beaucoup de causes de cette maladie. Tout le monde sans exception, court le risque de contacter le virus, au moins d'une hépatite, jusqu'au bébé. Parce que, parlant de l'hépatite B, il y a la transmission mère-enfant. Voilà. La maman J'allais en venir qui est là également. infectée donne ça à son enfant pendant l'accouchement. Si on est positif, là, il faut vraiment suivre des traitements. Voilà. Oui. Mais si on est négatif, il faut aller en même temps se faire vacciner. Il faut en même temps courir pour se faire vacciner. C'est très important. Et souvent, c'est ça, la population, ils n'arrivent pas à perdre le temps. Bon, j'ai fait mon dépistage, je suis négatif, mais est-ce que tu t'es fait vacciner? Est-ce que tu es protégé? Par rapport à l'hépatite B, le traitement, on parle de traitement lorsque déjà la maladie est avancée. Parce que souvent, la maladie fait une phase d'incubation de 45 à 6 mois. La personne ne sait même pas qu'elle souffre de quelque chose. Mais c'est lorsqu'elle commence pas à sentir maintenant, il commence pas à avoir les yeux jaunes ou bien les paumes de main. Et quand il va en consultation, on constate déjà qu'il a une inflammation. Oui. Et en ce moment-là, le traitement se fait par... Il y a 2 produits avec lesquels on traite. Et là, il faut se rapprocher. Les antirétroviraux. 2 invités ont pris part au 159e numéro de Café Média Plus pour débattre des questions d'actualité. Le député Noureini Atchadé, qui s'est prononcé sur l'interpellation du gouvernement à l'Assemblée nationale au cours du premier panel, et Maurice Tantan, président des blogueurs du Bénin, au cours du second panel, s'est prononcé sur les sites internet et les blogueurs. Quel avenir pour les rédactions à l'ère du numérique? Suivez plutôt. Le député Noureini Atchadé, membre de la minorité parlementaire, a débattu vendredi 6 octobre 2017 avec les professionnels des médias de l'interpellation du gouvernement à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui motive les questions d'actualité? Ceci au cours de la causerie du 159e numéro de Café Média Plus à la Maison des médias. Dans des échanges, l'invité a fait savoir que la déclaration des députés de la minorité parlementaire est loin d'être une attaque contre le régime. Il rappelle également au président de la République les mauvaises pratiques en cours susceptibles de porter atteinte à la vie démocratique, aux libertés individuelles et à l'économie nationale. Le contrôle de l'action gouvernementale fait partie des prérogatives de l'Assemblée nationale. Donc, l'Assemblée nationale vote les lois. L'Assemblée nationale également contrôle l'action du gouvernement. Et l'interpellation du gouvernement fait partie de cette deuxième prérogative-là, le contrôle de l'action gouvernementale. Hein? Le député étant dans la société, et il observe, il écoute, et également il est interpellé, puisqu'il vit dans un environnement, il est également interpellé. Donc, le député peut être amené par
les questions d'actualité ont interpellé le gouvernement. Par exemple, ce qu'il lit sur les réseaux sociaux, la presse audiovisuelle, ainsi de suite, ce qu'il entend. Il peut aussi également agir d'un proche ou d'un quelconque individu qui l'interpelle et qui dit « Tiens, mais voilà ce fait qui se passe dans la société, voilà et comment le gouvernement est en train de gérer ce dossier. Est-ce que vous ne pouvez pas faire une interpellation pour comprendre le sujet et pour amener le gouvernement à s'expliquer ?» Le député explique les différentes formes d'interpellation que la loi a prévues dans la Constitution et la durée dont dispose le président de la République pour répondre aux questions orales qui lui ont été adressées. La Constitution, son article 73, qui dispose que le député ou l'Assemblée peut interpeller le gouvernement pour sa gestion. Donc, il y a les questions écrites, il y a les questions orales avec ou sans débat, il y a l'interpellation également. Donc, voilà les différentes formes que peuvent prendre les contrôles de l'action gouvernementale. Je dis, c'est tout à fait normal. Je n'ai pas condamné l'action du chef de l'État. Mais en tant que président de la République, il est le président de nous tous. Il n'est pas le président de ceux qui disent oui, oui à ses actions. Ceux-là lui font plus mal que nous qui disons parfois ce n'est pas bon. Parce que ceux qui lui disent oui, oui, tout le temps là, ce n'est pas eux qui l'aident à avancer. C'est plutôt nous qui disons ici ce n'est pas bon, on peut corriger de cette manière. Donc c'est de son droit. Mais en tant que chef de l'État, vous vous rappelez, la Cour constitutionnelle a rappelé Yahi Bonné à l'ordre dans ce pays quand il a dit les miens. Demandé si le gouvernement a la possibilité de ne pas répondre à l'interpellation des députés. Non. Toutefois, Nouréni Atchadé invite les journalistes à informer professionnellement les citoyens car en tant que quatrième pouvoir, leur rôle dans la démocratie béninoise est primordial. Le métier de tisserand est l'un des vieux métiers exercés un peu partout dans le monde. Un tisserand est un artisan qui tisse de diverses étoffes avec des différents types de fils à base de coton. Gros plan sur une activité touristique qui nourrit son homme. 50 ans d'âge. Le temps passe et la passion de cet homme pour l'art grandit. Issu de la grande lignée des Assogba au Bénin, cet artisan du centre de promotion artisanale de Cotonou tisse au quotidien des étoffes, des chemises, des nappes de table, des serviettes et autres. Le coton reste l'élément basique de sa fissure. Il se sert également de plusieurs outils pour tisser les fils de coton qui donnent des tissus. C'est composé d'un métier artisanal. Le métier est composé d'une paire de lames que voici, et un peigne et une navette que voici, une navette. Nous préparons les canettes. Le rôle de la navette, on met la canette dedans pour pouvoir tisser. Le peigne sert à frapper, faire le remise et le tissu sort. La paire de lames sert c'est dans ça que nous faisons l'enfilage. Après l'empeignage, avant que le tissage ne se mette sur la route. Il y a le pédale, donc tous les membres de mon corps travaillent. J'ai 2 pédales en bas, j'appuie sur le pédale, ça change. La navette passe au milieu de l'encroisement. D'après lui, le métier de tisserand nourrit bien son homme, mais il n'est ni sans difficulté et ni sans risque. De ces risques, M. Assogba explique que certains clients commandent des tissus et une fois les tissus prêts, ils ne les prennent plus. En tant qu'artisan, la mévente, parce qu'il faut fabriquer, il faut préparer le tissu avant d'envoyer à la couture pour confectionner des tenues. Quel que soit ce que nous allons faire, le couturier doit travailler avec nous. Mais c'est la mévente qui compte actuellement.
Nous n'avons pas une promotion en tant que telle. Et donc on est en train de se balader dedans. Si c'est les expatriés, ils aiment la couleur neutre, le blanc sur écru. J'ai ça en banque, je n'ai pas encore fini la couture. Il reste à coudre, vous voyez. C'est ça. La couleur neutre, je dis, le tissu est tissé 100% coton béninois, les crus, et les motifs sont en blanc. C'est une couleur qui va avec toutes sortes de badigeonnements. Donc les blancs aiment beaucoup plus que ça. Il y a d'autres clients qui viennent qui disent « Ah non, je n'aime pas ». Par exemple, ça là, il y avait un monsieur qui était là hier, il voudrait me prendre ça. Mais c'est à cause du vert qu'il a laissé. Il a dit qu'il y a trop de vert, que lui n'aime pas la couleur verte. Donc, ça dépend du goût de chacun. Ce tisserand invite ses frères béninois à aimer les vêtements tissés, puis à s'habiller localement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours connectés sur les www.ezoetv.com. Bonsoir.